Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Céline Frémaux. Bonjour. Bonjour. Ministre du Logement et du Sans-Abrisme. On va donc d'abord parler de logement avec vous. Vous allez mettre en place une grille des loyers, ce sera pour la mi-2017, pour éviter tout dérapage en matière de loyer. Est-ce que ça veut dire que vous voulez encadrer, voire bloquer les loyers ? Non, l'accord de gouvernement est très clair sur le sujet. Il s'agit de donner un outil. Ici, de nombreux propriétaires, comme de nombreux locataires, s'interrogent à un certain moment sur la tarification qui peut être demandée. Et donc, on veut pouvoir objectiver une situation. C'est un travail de longue haleine qui a été réalisé notamment en concordance avec l'Observatoire des loyers, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur les loyers réels à Bruxelles, une grille indicative qui va pouvoir être consultable en ligne à partir de mi-2017, qui tient compte de toute une série de critères, forcément l'état du logement, 7 quartiers aussi de façon générale à Bruxelles, le type de bien, un appartement, une maison, le nombre de chambres, donc des critères objectifs pour donner le plus de transparence et qui vont permettre notamment aux uns et aux autres d'avoir les informations nécessaires pour se dire est-ce que le bien que je vais louer ou est-ce que le bien qui est mis en location correspond au bien, en tout cas à la tarification réelle à Bruxelles. Donc ça devrait permettre quand même d'avoir une meilleure lisibilité des loyers. Les loyers ont quand même beaucoup augmenté ces dernières années. Oui, effectivement, les loyers ont augmenté. Donc ce qu'on veut pouvoir donner, c'est une information, le plus de transparence, le plus de lisibilité. Beaucoup de personnes s'interrogent en disant tiens, on n'a pas un outil en particulier qui peut nous guider. Et donc c'est ce qui sera mis en place à partir de mi-2017. Alors vous avez mis en place aussi des tests du fameux locataire mystère. C'est quoi en fait ce test ? Alors ce sont en fait ce qu'on appelle des tests de situation. C'est-à-dire qu'on a un opérateur qui va pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, appeler toute une série de personnes qui mettent des biens en location et donc se faire passer pour un locataire et avec une série de critères qui peuvent être considérés par les uns et les autres comme des critères qui bloquent l'accès à un loyer. C'est-à-dire que quels sont les critères de discrimination aujourd'hui ? Ils sont très connus. Ça peut être l'origine ethnique, c'est le fait d'être parmi une femme seule avec des enfants. C'est un niveau de revenu qui est considéré comme pas assez important par rapport au bien qui est mis en location. Et donc, on va tester toute une série de situations à Bruxelles et les résultats sont attendus aussi pour le printemps 2017. Et ça veut dire que derrière, il y aura des sanctions ou c'est une campagne de sensibilisation ? Alors, il y a deux choses. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans la réflexion sur les sanctions. On attend évidemment d'avoir les résultats de l'étude menée, mais bien évidemment qu'il y a toute une campagne d'information qui va être menée de façon parallèle. On a des très bons contacts d'ailleurs avec toute une série de protagonistes qui sont conscients de cette discrimination. On a développé ce projet notamment avec UNIA, qui lui-même fait un travail important puisqu'il a lancé un site internet vendredi dernier qui permet d'expliquer toute une série de discriminations classiques sur le marché locatif. C'est en fait ce qui s'est passé à Gand en 2015 et donc Bruxelles avance aussi sur ce sujet-là. Alors comment est-ce qu'on fait la balance entre le bon locataire et le bon propriétaire ? Alors, bon locataire, il y a par exemple les libéraux, Boris Diliès, qui demandent un certificat locatif qui prouve finalement que le locataire est un bon payeur. Et puis d'un autre côté, vous proposez un label pour les bons propriétaires de côté étudiant, par exemple. Écoutez, comment est-ce qu'on fait la question balance ? D'abord, la proposition du MR, je ne l'ai pas encore vue. J'ai vu effectivement une annonce dans la presse. On peut considérer que l'objectif est louable. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de prudence aussi à avoir. Il faut quand même rappeler qu'il y a un équilibre aussi à maintenir entre effectivement les locataires et les propriétaires bailleurs. Il y a toute une série de droits aussi fondamentaux qui doivent être respectés en termes de vie privée, ne pas aller contre toute une série de droits fondamentaux en matière d'égalité et de non-discrimination. Alors nous, c'est vrai qu'on a travaillé sur un label, vous l'évoquiez, qui est le label du logement étudiant à Bruxelles. Pourquoi ? Parce que Bruxelles est aujourd'hui une ville qui accueille énormément d'étudiants, plus de 85 000, et qu'on sait qu'il peut avoir à boire et à manger par rapport à sa fameuse cote aujourd'hui à Bruxelles. Le gouvernement a adopté un plan logement étudiant, je l'ai fait en collaboration avec Rudy Verwoerd, ministre-président, en 2015, et une des mesures, c'est la labellisation qui a été adoptée par le gouvernement fin du mois d'octobre il y a quelques semaines, et qui va viser en fait à délivrer de façon indicative un label qui tient compte de toute une série de paramètres, les questions évidemment de salubrité, de sécurité, du logement, et puis toute une série en fait de plus qui sont importants, la proximité des lieux étudiants, le Wi-Fi qui est à disposition des étudiants, la nécessité d'avoir un bail
spécifique aussi pour les étudiants, ce qu'on retrouvera dans le projet que je déposerai sous peu au Parlement dans la régionalisation Ma question, du bail. c'était aussi un petit peu de savoir où vous vous placez. Est-ce que vous placez du côté du propriétaire qui se plaint du locataire qui ne paye pas son loyer ou du locataire qui se plaint de son propriétaire qui ne veut pas faire les travaux, Vous vous par adressez à une ministre CDH qui est centriste et qui tente de préserver en tout cas les équilibres, le travail qui a été fait. Pour la régionalisation du bail, c'est un travail qui a été fait avec les acteurs depuis maintenant 2 ans, qui ont été consultés au sein de mon cabinet. Il y a une étude qui a été notamment travaillée avec l'Université Saint-Louis, qui a rencontré tous les protagonistes. Le travail continue. Donc ce sera équilibré, c'est ça que vous voulez dire? C'est la réforme que je vise, bien évidemment. Alors, autre proposition sur la table, et problématique qu'on connaît ici à Bruxelles notamment, c'est qu'on ne connaît jamais précisément la superficie d'un bien. On dit toujours au moment de la signature de l'acte que, bon, c'est à peu près. Donc on ne sait pas si à 10 mètres carrés près exactement ce qu'on achète et peut-être demain ce qu'on vend. Est-ce que ça, ce ne serait pas le temps aussi de mettre de l'ordre là-dedans? Alors il y a une étude qui est en cours, c'est prévu dans le cadre de la régionalisation du bail, une étude qui est en cours avec notamment comme acteur le ministre-président, puisque l'aménagement du territoire et l'urbanisme sont de son ressort, pour avoir un mesurage unique en matière de logement et d'environnement et d'urbanisme, également à Bruxelles. Donc nous progressons également sur cette thématique-là. Alors, autre problématique de logement, mais elle touche les sans-abri, les SDF, c'est l'hiver est à nos portes. Vous allez lancer lundi le plan hiver. Comment, d'abord, est-ce que les politiques d'urgence vont être mises en avant? Comment on va les implémenter? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui sont prévues en matière d'urgence? Alors, en matière d'urgence, on a opéré avec mon collègue Pascal Smet un travail de fond depuis le début de la législature avec tous les partenaires bien connus, que ce soit Pierre Danck, que ce soit le SAMU social qui est le coordinateur du dispositif. Il faut savoir donc qu'on aura plus de 900 places de nouveau à partir du mois de novembre, puisque c'est le 14 novembre effectivement que le dispositif s'ouvre. À côté de ça, on a beaucoup travaillé sur du structurel durant toute l'année. Donc, il y a ces 900 places pour le dispositif dit hivernal, mais nous avons plus de 300 places structurelles qui sont là toute l'année. En même temps, nous avons travaillé aussi sur une ordonnance sans-abri qui va être déposée sous peu également au Parlement. Nous sommes allés à l'étranger pour regarder ce qui se pratiquait à Londres, ce qui se pratiquait aux Pays-Bas, et permettre en fait de sortir du sans-abri. Donc ne plus concentrer tous les efforts sur l'urgence, bien que c'est indispensable évidemment d'apporter une solution concrète. On va avoir un bureau d'intégration sociale qui va être mis en place dans quelques mois au niveau de Bruxelles, où chacun va pouvoir avoir un dossier de référence. Mais j'ai surtout travaillé parce que j'ai la chance d'avoir une compétence qui est celle du logement en région, du sans-abrisme au niveau du collège Réunis, sur la sortie des dispositifs d'urgence. Et aujourd'hui, on a par exemple triplé le budget d'un dispositif lancé en 2014 qui s'appelle Housing First, c'est-à-dire que des personnes qui sont dans le sans-abrisme, de façon plus que chronique, vont se voir proposer un logement du jour au lendemain. Et ce ne sera plus le dispositif classique qui est celui de dire je suis dans la rue et je dois passer toute une série d'étapes et au bout il y a un logement. C'est de dire non, on vous donne un logement, vous êtes accompagné. C'est un dispositif qui connaît un très beau succès. Je voudrais souligner qu'il est fait en collaboration avec un secteur associatif qui a des convictions profondes. Ce seront plus de 175 personnes d'ici 2017 qui vont pouvoir être stabilisées dans le logement. Il faut surtout savoir que c'est un magnifique taux de réussite puisqu'on a plus de 95% des personnes qui sont dans ce logement, qui sont stabilisées définitivement dans ces logements. Donc l'objectif, c'est de sortir tous les sans-abri des rues? Alors l'objectif, c'est effectivement de tendre vers une politique de sans-abrisme à niveau zéro. Maintenant, on a mis en place aussi tout un travail avec les centres de jour. Et donc, il y a maintenant, sous peu, la mission du post-hébergement des centres d'accueil qui va être reconnue. C'est une demande historique du secteur. Je pense qu'on a un secteur associatif qui est extraordinaire à Bruxelles, qui fait un travail quotidien extrêmement impressionnant. On a l'urgence, c'est une évidence. Et puis, on a vraiment des volontés de travailler sur tout ce captage du logement et de permettre aux autres et aux uns d'avoir un logement décent, de pouvoir s'ancrer dans la ville. Je ne doute pas de cette volonté, la vôtre et celle des associations, mais on voit beaucoup de sans-abri à Bruxelles pour l'instant. On voit même des camps de Roms qu'on n'arrive pas à replacer, pour d'autres raisons certainement. Mais quel objectif peut-on se donner? Quand est-ce qu'on pourra dire qu'il n'y aura plus de sans-abri dans nos rues ou de gens qui vivront dans de véritables bidonvilles au sein de Bruxelles? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on met tous les dispositifs en place pour tendre vers une politique où
le sans-abrisme diminue systématiquement. Et par rapport à des publics cibles, et vous l'évoquez effectivement, la question des Roms, j'ai pris une mesure dès le début de la législature, qui était celle d'acheter un bâtiment à Schaerbeek, qui aujourd'hui va être rénové et va permettre d'accueillir les familles en errance. Je voudrais quand même préciser, parce que c'est important, que les dispositifs qui sont mis en place aujourd'hui, notamment avec les familles Roms, sont des dispositifs qui, c'est vrai, ne sont pas toujours aisés, mais qui fonctionnent. On a des enfants qui sont scolarisés, on a des familles qui retrouvent un logement et qui peuvent mener une vie qui est conforme à la dignité humaine, ici, en région Bruxelles-Capitale. Alors, la semaine prochaine, vous lancez le plan hiver lundi, puis mardi, vous allez à Marrakech. Ce n'est pas pour des vacances, mais c'est pour la COP22, la fameuse COP22. Tout d'abord, est-ce que vous ne croyez pas, avec l'élection de Trump, qu'il y a un danger que tout le travail fait à la COP21 et maintenant à la COP22 soit mis complètement par terre ? Alors écoutez, je pense que Donald Trump était très clair par rapport à son attitude climato-sceptique. Il faut quand même savoir une chose par rapport aux accords, c'est qu'on ne sort pas comme ça d'un dispositif international. Si Donald Trump avait les velléités, ce que je ne souhaite bien évidemment pas, de vouloir sortir des accords internationaux en termes de lutte contre le réchauffement climatique, il lui faudrait 3 ans pour dénoncer le traité et 1 année pour le rendre effectif. On sera à plus de 4 ans. On espère qu'il aura changé d'avis. Ou qu'il y aura un autre président, par exemple. Ça n'engage que vous. Alors, sur la COP22, qu'est-ce que la région bruxelloise va faire là-bas ? Qu'est-ce que vous allez apporter à la fois comme solution pour améliorer notre propre performance, mais aussi pour améliorer celle des autres ? Il y a une part aussi de financement. Il faut savoir effectivement qu'il y a tout l'engagement international de la Belgique. Donc, j'ai assisté à la COP20 à Lima, où j'étais la seule ministre présente, travaillé avec l'Union européenne. L'an passé, nous étions à Paris pour un accord majeur. Cet accord majeur aujourd'hui est sur la table des gouvernements. Il est passé en première lecture au niveau du gouvernement bruxellois. Il va revenir et puis il va arriver évidemment au sein des parlements. Pour ma part, nous avons travaillé parce que c'est aussi les COP des réunions internationales où les uns et les autres échangent. On voit ce que d'autres États font en termes de bonnes pratiques. On a travaillé sur la mise en place d'un plan air-climat-énergie qui a été adopté le 2 juin dernier à Bruxelles. Il y a des mesures fortes en matière de transport puisqu'il y a la zone de basse émission qui sera mise en place sur l'ensemble du territoire régional à partir du 1er janvier 2018. Il y a tout un travail qui se poursuit par rapport au bâti, notamment à Bruxelles, qui est extrêmement énergivore. Et puis, il y a le produit du financement de l'accord que j'ai eu l'honneur de présider lors de la Commission nationale climat l'an dernier, qui est traduit maintenant dans un accord de coopération. Le financement va arriver dans l'escarcelle de la région bruxelloise et va être largement dédicacé à la question de la mise en place de tout un plan solaire, du photovoltaïque sur les toits, notamment des bâtiments communaux et régionaux, pour atteindre les objectifs d'énergie renouvelable. À côté de ça, évidemment, il y a un financement climatique important. La région apporte plus de 2 millions d'euros chaque année à des projets internationaux. Eh bien, on aura l'occasion certainement d'en reparler. Merci Céline Frémaux. On se retrouve lundi avec une autre interview. Bon week-end.